D'un point de vue du droit social, en fait, je pense qu'on ne peut pas répondre à votre question parce que tout est en train de se jouer. On est, comme je le dis souvent, aujourd'hui, la révolution n'est pas passée, on n'est pas dans un nouveau régime, on est dans un moment où les rapports de force sont encore comme toujours, d'ailleurs ils vont continuer à jouer. Donc on est dans une situation où rien n'est inscrit à l'avance, tout se joue en fonction du poids des différents groupes et des rapports de force entre les uns et les autres. Donc moi je pense que je ne peux pas vraiment répondre à votre question sur qu'est-ce que va être le droit social, parce que évidemment on peut lire certaines évolutions qui vont dans un sens d'amélioration des droits sociaux. Par exemple, l'UGTT, le gouvernement et l'UTICA ont signé un contrat social, ce qui n'avait jamais été fait, qui est très basique ou très normal, hein, qui est dans les standards internationaux, qui a été fait par le BIT. Bon, voilà. Mais en même temps, aujourd'hui se discute à l'Assemblée nationale constituante les droits, par exemple les droits syndicaux, les droits de grève, les droits sociaux inscrits dans la Constitution. Et là, rien n'est joué et il y a un bras de fer actuellement, et notamment une grande manifestation du GTT devant le Parlement pour pousser vers plus de droits, tandis que d'autres au sein de l'Assemblée, au contraire, veulent restreindre. Donc tout cela est très ouvert et on ne peut pas le dire à l'avance que c'est fonction des rapports de force du moment. Mais à la limite, moi je pense que cette question du droit n'est pas forcément la question la plus importante, parce qu'on a bien vu pendant le régime bourguibiste puis benaliste, vous aviez des textes qui étaient relativement avancés et finalement dans les faits c'était pas respecté. Et donc je pense que là aussi c'est une question de rapport de force et des enjeux de la période actuelle, de voir est-ce que oui ou non, quels que soient les textes, ils seront respectés, mais surtout de voir est-ce que cette question économique et sociale est vraiment prise en compte dans l'importance qu'elle a. Et or aujourd'hui, justement, vous le mentionnez dans votre background de la Tunisie, on parle beaucoup plus dans les médias de la question identitaire, de la question de l'islam, qui moi me paraissent totalement secondaires dans la pratique quotidienne, et on parle très peu des questions économiques et sociales. Alors est-ce que dans ces bras de fer qu'il y a aujourd'hui, dans ces conflits dont j'ai parlé à La Réunion, est-ce qu'il y a des prémices d'une discussion plus approfondie de ces questions, des débats et de l'acceptation que les gens aient une position différente et donc que ces questions soient débattues? Et est-ce que ça va prendre le pas sur les questions de l'islam, de la femme, etc., qui sont très importantes, hein, je ne dis pas que les questions, mais qui ne posent pas ces questions qui ont porté les bases même de la révolte, du mouvement et de ce qu'on appelle la révolution. Alors, est-ce qu'on peut parler de printemps des islamistes? Moi, je pense qu'on peut parler de printemps, même pas printemps, automne, mais disons, on peut parler de le triomphe de la démocratie comme mécanisme, peut-être pas comme culture, mais comme mécanisme. Donc des mécanismes, et les islamistes croient à la démocratie en tant que mécanisme, beaucoup moins en tant qu'un ensemble de valeurs, mais qu'en tant que mécanisme. Donc tous les islamistes, que ce soit en Tunisie, en Égypte et au Maroc, et même ailleurs, en Malaisie, sont arrivés pour l'instant au pouvoir par les urnes, par les élections. Bon, maintenant, il y a peut-être un autre problème, une autre question à poser. Quelle est leur conception du pouvoir que leur donnent les urnes? Est-ce qu'ils croient au pluralisme ou pas, etc. Mais ça aussi, il y a une réponse, parce que dans tous les pays, même en Égypte, où il y a une coalition salafiste islamiste, les islamistes ne gouvernent pas seuls. Ils gouvernent avec d'autres forces politiques. Alors en Tunisie, c'est avec des forces plutôt démocrates socialistes, Takatoul et le CPR. Au Maroc, c'est avec un ancien parti communiste et des forces, disons, de droite libérale ou de droite conservatrice ou populaire au sens populiste. Donc c'est des coalitions, donc ils n'ont pas la majorité absolue.
Et donc c'est très difficile de dire que c'est les islamistes qui gouvernent. Donc au Maroc aussi, bien sûr, il y a une sorte d'empreinte islamiste sur le gouvernement et qui apparaît dans certaines prises de position beaucoup plus au niveau du discours qu'au niveau de la réalité. Par exemple, au moment où ils ont discuté du cahier de charges des télévisions, ou par exemple un certain nombre de comportements que peuvent avoir non pas les gouvernants islamistes, mais les associations qui sont liées à ces mouvements, donc en termes pour créer une sorte d'ambiance islamiste. Mais en termes de politique, tous les partis ont reconduit les politiques antérieures. Donc d'une certaine façon, il n'y a pas de révolution islamiste, mais encore moins, même pas de réforme islamiste. Bon, par contre, au niveau du discours, oui, il y a beaucoup de discours sur la lutte contre la corruption, mais c'est au niveau du discours, et qui donne l'impression que les islamistes, comme s'ils ne sont pas au pouvoir, ils ont continué leur fonction de dénonciation. Qui est d'ailleurs un rôle religieux, dénoncer, même si on ne peut pas changer, on dénonce. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'ils font, donc on ne change pas, on dénonce. Donc dénoncer la corruption, dénoncer les déficits budgétaires. Donc c'est ça un peu donc ce problème. Ils sont en train de faire l'apprentissage du pouvoir. Si vous voulez, la chose qui a changé beaucoup dans les trois pays, c'est l'arrivée d'un nouveau personnel politique. C'est ça c'est le changement, c'est un nouveau personnel politique qui n'était pas au pouvoir avant. Bien sûr, il a dû composer avec des gens qui étaient au pouvoir avant, avec des résultats différents, mais c'est des gens nouveaux au pouvoir, donc un peu moins compétents que les autres et pas nécessairement plus moraux. Voilà un peu Alors maintenant, sur est-ce que le système, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans Je pense que la chose la plus importante qui est en train de se faire, c'est d'inscrire dans la culture politique quelque chose qui a trait aux mécanismes électoraux, aux élections, et le fait qu'ils soient parfois même pas majoritaires, mais hégémoniques culturellement, fait que les forces d'opposition s'organisent de plus en plus et que beaucoup maintenant essayent de dénoncer la dictature de la majorité, dire qu'il faut que les minorités puissent s'exprimer. Tout ça, ça commence à émerger. Ça, en Tunisie, c'est assez fort. Au Maroc, un peu aussi sur des questions. Par exemple, jamais les pays musulmans, le Maroc se pose actuellement au Maroc, même si c'est pour la question de la liberté de conscience, de façon relativement forte, chose qui n'était pas possible avant le consensus. Mais il se pose parce que les islamistes essayent non pas d'y toucher, mais on craint qu'ils y touchent ou on craint qu'il y ait une vraie dictature religieuse. Donc les choses ne changent pas ce n'est pas une révolution, c'est des choses très réformistes. Les islamistes sont inscrits dans une conjoncture qui est relativement difficile. Il y a de l'incompétence, ça c'est sûr. Il y a des compromis qui sont en train de faire, d'apprendre, à faire Et en même temps, on découvre beaucoup, de façon... Enfin, ceux qui travaillaient sur eux ne le découvrent pas, mais beaucoup découvrent qu'ils sont néolibéraux, ils sont pour la propriété privée, ils sont pour les inégalités sociales, ils ne sont pas trop pour les réformes égalitaristes, qu'ils peuvent construire une sorte de paradigme idéologique qui permet justement la continuité du système. Voilà. La monarchie? Alors, sur ce jeu, la monarchie, c'est paradoxal. La monarchie a deux facettes. Une facette très rétrograde et conservatrice et une facette très moderniste. Et donc, actuellement, dans la coalition qui existe, elle a fait coalition avec les islamistes au moment de la réforme de la Constitution, plus ou moins, ou du moins l'entourage, pour un peu une interprétation plutôt conservatrice. Actuellement, avec les islamistes au pouvoir, elle fait le contrepoids moderniste. Donc il y a des alliances, elle est alliée très fortement au groupe modernistes. Et donc, la monarchie entre dans la démocratie. Pas dans la démocratie, mais dans le pluralisme. Beaucoup plus que. Pas la démocratie, mais surtout le pluralisme. La nécessité de sauvegarder le pluralisme, de le conserver,
de donner le droit des minorités, etc. Ça, c'est pour l'instant les droits de la femme, ça défend beaucoup les droits de la femme, et les droits des minorités. Donc pour l'instant, dans cette configuration actuelle, la monarchie a fait des compromis avec les forces de progrès. The situation of the Bedouins in Sinai is very, very difficult. It's a long historical legacy. As you may know, during the time of the Israeli occupation of Sinai, the Bedouins cooperated with the Israelis, not because they particularly liked them, but because they enjoyed more freedom. Under the rule of Hosni Mubarak, the Bedouins were constantly in between the conflict of two states, the state of Israel and the state of Egypt, which meant that to the Egyptian government they were a not wanted, unreliable minority. They were systematically excluded out of tourism and tourism investment in Sinai. Yes, almost everywhere. So what was left for them was basically conducting tours in the desert, which led to also quite an oppositional attitude among Bedouins towards the Egyptian state itself. And of course, for economic reasons, they were pretty much engaged in trans-border trade and also in smuggling, of course, which made them even more unreliable for the Egyptian government. Then you know that several so-called terrorist attacks happened in Sinai. It is unclear how Bedouins were actually involved, but at least the Egyptian government always held them responsible for doing so. So in comparison to the Bedouins I work with in the Western Desert, they are really a minority very, very much under pressure. And also because of a lack of social, political and particularly economic participation in the country, they rely on what we call illegal forms of trade, including lately the taking of hostages, particularly from migrants and people who try to migrate from southern countries south of Egypt into Europe. Well, I think that the political situation now should not be approached from the perspective it's secularists against religious or the secularists against the Islamists as the key or the only actors. I think within the Islamist camp you will find many, many different groups, and the same within the secularist camp. In the sense that within the Islamic camp you will find those within the Muslim Brotherhood who are supporting the neoliberal economic policies, which is the continuation of privatization, the cutting down of welfare spending, the trimming down of the state, so letting workers, actually they're talking about outlawing strikes, for instance, coming from some elements of the religious camps, talk of that strikes are haram, they're illicit in the religious sense. So really we see continuation of the neoliberal economic policies that dominated during the Mubarak regime being carried forward with the Muslim, some segments of the Muslim Brotherhood. Within that group we also see the coming or the kind of visibility of some of the economic actors from the leadership who have big business interests, not very dissimilar from the group that was around Mubarak. So I think we need to, if we shift our focus to look in terms of what are the issues of struggle beyond the religious and secular, and if we think in terms of economic and social policies, then we'll see different alignments. We'll see that within the Muslim Brothers and some of the Islamist camps, they are aligning with the neoliberal economic policies, in which also some secular activists aligning. So different types of divisions and contradictions. I think that if we were talking about Baradei as what he represents, Baradei was a figure, an important figure and symbol prior to the events of the January 25th, to represent an image of like that possibility that there could be change and alternative to Mubarak.
since then, things have changed quite significantly in the sense that you've had a kind of revolutionary mobilization, the youth movement, and you've also had all kinds of social actors, workers and professionals and ordinary people mobilizing with different demands and just different forms of activism, which I kind of mentioned during the talk today. And therefore, the symbolism of Baradei is not as important as it used to before January 25th, and already. And it's not a question that he's not really in touch with the ordinary people, but more that, that role and that importance is kind of, we passed that. And we see the problems with, Baradei being part of what has been referred to as a national salvation group, or which involves him, but also other people from the left, so not only the liberals, but from the left, people like Hamdine Sapahi and others. Yet that national salvation group doesn't also seem to be able to mobilize. And I think it's important, part of the constraints or the limitation on such groups is more what you've referred to, being in touch with what the ordinary people demands, and with the diverse forms of action and really revolutionary activism that we have seen in different forms, like the strikes, the road blockages, the demands for all kinds of services, and in reference to working labor rights and so on. Yeah.